Mesdames, messieurs, bienvenue, bonjour et merci d'avoir accepté de venir partager avec nous cet hommage à une grande dame, Fatemeh Mernissi. Il est évident que 3 heures ne rendent pas justice à la femme, la militante, l'intellectuelle qu'elle était et l'écrivain, mais il faut commencer quelque part, c'est un début et nous espérons certainement avoir d'autres occasions de rendre hommage à cette femme aux 1001 facettes, ce qui lui vaut le surnom tout indiqué de Sherazade. Je vais, dans un premier temps, céder la parole à Monsieur Jafar Dabbar, directeur de la Maison du Maroc, qui va nous adresser quelques mots. Et ensuite, à Madame Popeano, qui prendra également la parole au nom de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Monsieur Dabbar. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Tout d'abord, avant de commencer mes propos, j'aimerais bien vous représenter les excuses de Monsieur El Kahia, notre chargé d'affaires à l'ambassade du Maroc à Ottawa, qui n'a pas pu venir aujourd'hui à cause d'un empêchement professionnel. Il est parti en urgence à Toronto hier soir. Et aussi, Madame la Consul Générale s'excuse parce que notre conférence coïncide avec l'organisation par le consulat des portes ouvertes du consulat du Maroc ici à Montréal. Madame Magda Popeno, vice-présidente du comité exécutif de la ville, représentante de Madame la mairesse Valérie Plante, Madame Christine Black qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mesdames et messieurs les représentants du corps consulaire, mesdames, messieurs les représentants de la presse, honorables et distingués assistances, mesdames et messieurs, chers tous. C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Centre culturel marocain Dar al-Maghreb pour célébrer ensemble le mois de la femme lancé par Dar al-Maghreb dans le cadre de la célébration internationale, la célébration de la Journée internationale de la femme. À Dar al-Maghreb, nous fêterons, mesdames et messieurs, la femme tout au long de ce mois, à travers une série d'événements tenus sous le patronage du ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, que je remercie vivement au nom du Monsieur le ministre délégué Abdelkarim Benatir, qui ne cesse de nous apporter son soutien indéfectible pour la réussite de notre mission, étant donné que le centre il est dirigé sous sa tutelle. 4 conférences, une exposition d'art plastique et 3 événements festifs seront au rendez-vous au cours de ce mois. Outre la conférence débat d'aujourd'hui qui rend hommage à la sociologue de grande renommée Feu Fatemeh Mernissi, le Centre culturel marocain organisera une exposition d'art plastique présentée par l'artiste autodidacte Madame Latifa Mzahar, dont le vernissage aura lieu juste après cette conférence. Le 17 mars, nous accueillerons Rita Stringwanger, auteure et traductrice, pour la présentation de son beau livre de collection Musiciens du Maroc, paru le 20 mai 2017. Les 23 et 24 mars, une autre figure féministe marocaine très emblématique, l'illustre sociologue Soumiane Menkssous, donnera respectivement 2 conférences ici à Montréal. La première sur la sexualité en islam, qui aura lieu à l'Université de Concordia, en collaboration avec l'Association des étudiants marocains de Concordia. La deuxième conférence, quant à elle, portera sur l'évolution de la société marocaine et son impact sur la relation homme-femme et se tiendra ici même dans l'enceinte de Dar al-Maghreb. La festivité du mois de mars 2018 sera aussi marquée, mesdames et messieurs, par la présentation de 2 shows et un événement culturel organisés respectivement les 17, 24 et 31 mars pour conclure en apothéose ce mois-ci.
Il s'agit de la journée culturelle marocaine qui se tiendra le 17 mars au Bordeaux, quartier-ville, et où la culture marocaine au féminin sera mise à l'honneur. Le 24 mars connaîtra la présentation d'un concert de la chanteuse Selma Rachid. Et finalement, le 31 mars, la tenue de la première édition du Montréal Kaftan Show avec la participation de talentueux stylistes de renom et d'illustres artistes marocains du monde de la musique. Sans oublier notre participation le 31 mars en tant que partenaire officiel à la Journée culturelle marocaine de Toronto organisée par l'Association marocaine de Toronto. Aujourd'hui, honorable assistance, vous allez découvrir pour certains, redécouvrir pour autres, à travers de multiples témoignages et des échanges sans précédent au Canada, une personnalité marocaine exceptionnelle dont la réputation dépassait largement les frontières du Maroc. Ces témoignages et échanges seront partagés par nos intervenants ici présents et que je remercie chaleureusement d'avoir répondu présent à notre invitation. Il s'agit de Madame Françoise Nodillon, enseignante, chercheure et spécialiste des littératures francophones du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne à l'Université de Concordia. Madame Rachida Azdouz, chère amie, psychologue spécialiste en relations interculturelles à l'Université de Montréal, qui animera admirablement cette rencontre, ainsi que nos trois invités du Maroc, qui sont également trois grands amis et connaisseurs de Fatima Mernissi. Il s'agit de la sociologue Madame Sana El Haji et le géographe et spécialiste en développement local Monsieur Ahmed Tawfiq Zainabi, qui est aussi directeur au Conseil national des droits de l'homme au Maroc, ainsi que Monsieur Yassine Adnan, écrivain, journaliste, membre de la chaire Fatima Mernissi, coordonnateur et rapporteur général de notre meeting, sans qui l'organisation de cet hommage n'aurait pas eu lieu. Je tiens vraiment à te remercier, Yassine. Mesdames et messieurs, difficile d'être exhaustif quand on veut parler de la sociologue Feu Fatima Mernissi, une femme qui honore toute l'humanité, mais surtout une femme qui honore toutes les femmes, qu'elles soient marocaines ou non marocaines, qu'elles soient du Maghreb ou de l'Orient, qu'elles soient de l'Afrique ou de l'Amérique, de l'Europe ou de l'Australie. Une femme qui, par ses actions, son combat acharné et ses réalisations illustrent la nature des femmes décrites par Balzac dans sa citation. Il est de la nature des femmes de prouver l'impossible par le possible et de détruire les faits par des pressentiments. Fin de citation. Nous tenons donc au cours de cette conférence débat de tracer durant 3 heures le contour remarquable de sa personnalité et le parcours de son œuvre colossale. Avant de terminer mes propos, je voudrais vous saluer toutes et vous et tous de votre présence, notamment vous les femmes canadiennes et québécoises d'origine marocaine qui avez répondu à notre invitation, ce qui témoigne de votre fort engagement pour la cause féminine ici au Canada comme au Maroc. En rendant hommage à Fatima Mernissi, Dar el-Maghreb rend aussi hommage à chacune de vous, vous qui tenez entre vos mains le salut du monde, comme l'a si bien dit Tolstoï. Et nous souhaitons à l'avance une joyeuse fête et une belle et heureuse journée de la femme 2018. Je voudrais, en guise de clôture, citer un extrait du message du secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, qui aura lieu dans 5 jours, et qui met l'accent sur un point fondamental des droits fondamentaux de la femme, et qui était au cœur même de la lutte de Madame Mernissi, en stipulant que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont les véritables gageurs dans notre époque et le plus grand défi que le monde ait à relever en matière de droits fondamentaux. Fin de citation. Sans plus tarder, donc, je donne le coup d'envoi de ce mois d'événements en hommage à la femme et vous remercie pour votre attention.
Merci, Monsieur Debar. Je cède la parole à présent à Madame Magda Popenoe, représentante de la mairesse de Montréal, qui va nous adresser quelques mots. Monsieur le directeur du Centre culturel marocain, Monsieur Jafar Debach, chers élus de la ville de Montréal, je les vois pas vraiment, mais chers élus, chers animateurs, Madame Rachida Azouz, Monsieur Yassine Adnan, distingués invités, salam alaikum. Montréal est une ville solidaire et inclusive. Ici, nous célébrons la diversité tous les jours car nous savons qu'elle enrichit la ville à tous les égards et lui façonne son identité culturelle qui est unique au monde. Montréal est une ville égalitaire. Ici, nous célébrons l'égalité tous les jours car nous savons qu'elle est plus qu'un droit. Elle est une nécessité et une richesse pour laquelle nous fondons notre pouvoir de dire et d'agir. Montréal est une ville ouverte qui prône le respect, l'harmonie et la paix dans son espace public et dans ce monde dont les frontières sont de plus en plus rapprochées. Je suis heureuse de me joindre à vous aujourd'hui pour l'hommage qu'on rend aux femmes d'origine marocaine, celles d'ici, celles de la diaspora et celles du monde. Je salue sincèrement l'équipe du Centre culturel marocain Dar al-Maghrib de Montréal pour cette initiative faite dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Ce moment est important et précieux pour les femmes, pour les hommes, pour l'harmonie entre les peuples et l'avancement de nos sociétés. Plus particulièrement aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de me joindre à vous pour l'hommage que l'on rend à une dame d'exception, dont la parole s'est éteinte le 30 novembre à l'âge de 75 ans, mais dont les mots sont là pour rester. Madame Fatma Mernissi. Une femme dont la maison du quartier Agdal, où elle habitait à Rabat, ne désemplissait jamais, où les gens se rappellent qu'elle accueillait ses invités avec des parfums de thé, de la menthe fumant, de galettes et de crêpes assaisonnées de miel, rappelant les plus belles traditions marocaines. Véritable princesse d'Orient et grande humaniste, elle fut la première sociologue du Maroc contemporain qui a laissé une œuvre prolifique traduite en 25 langues. Une œuvre marquante et universelle sur l'islam, le féminisme et la modernité. Une visionnaire qui avait prédit le rôle des réseaux sociaux dans les révolutions arabes de 2011. Une femme dotée d'une grande intelligence qui a sillonné le Maroc sortant des femmes talentueuses de leur campagne recluse pour les propulser dans la lumière. Une militante à la parole incisive dont le thème de prédilection était la déconstruction de l'image fantasmée qu'a l'Occident de la femme arabe. Une femme qui a abattu des préjugés et lutté les droits humains, une dame qui a uni les femmes de l'Orient et de l'Occident, en les invitant à agir par les mots pour contrer la violence qu'elles subissaient. Le conte de Scheherazade fut son instrument de combat contre le pouvoir caché derrière la tradition et pour exprimer l'intelligence des femmes. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Fatma Mernissi, de Scheherazade marocaine, une femme ancrée dans notre mémoire collective au-delà de 1001 nuits. Plus près de chez nous, ici à Montréal, les femmes marocaines, arabes, amazighs et musulmanes affirment un leadership et un empowerment certain. Elles collaborent d'emblée et en toute liberté à la construction de Montréal, dont l'agglomération compte des milliers de Montréalaises et de Montréalais originaires du Maroc. Merci à chacune et à chacun de vous de participer au développement de notre société émancipée. Je vous souhaite une excellente Journée internationale des femmes et je rejoins mes meilleurs sentiments, mes sentiments personnels et celles de Madame Valérie Plante, la première mairesse de Montréal dans les 375 ans d'histoire. Merci.
Merci beaucoup, Madame Pépineau. Et je vais remercier tout de suite, parce que souvent on les oublie ou on le fait à la fin, au moment où tout le monde est parti. Alors j'aimerais quand même remercier très chaleureusement les bénévoles de Dar el Maghreb, de la Maison du Maroc, qui ont travaillé très fort pour que cet événement puisse se faire et s'organiser en un temps record. Je leur demanderai de se lever si elles sont là, à moins qu'elles ne soient derrière en train de s'activer. Vous êtes là? En tout cas, je remercie les bénévoles du centre de Dar el Maghreb. À présent, je vais rapidement vous présenter le déroulement de cette activité. Nous avons pris un peu de retard, mais je suis réputée assez autoritaire et tyrannique, donc je vais m'organiser pour que ce retard soit rattrapé assez rapidement. Vous remarquerez qu'on n'a pas, on ne vous a pas présenté la biographie de nos conférenciers et conférencières. Alors, on va plutôt vous inviter à vous procurer leurs livres, qui sont tous sur la table en avant. Tous, je pense que vous avez tous vos livres ici. Oui, c'est ça, qui sont disponibles. Donc, c'est peut-être la meilleure façon de faire connaissance avec ces personnes-là et leur travail. Pour ce qui est de Françoise, Françoise est à Montréal et je pense que vous pouvez également vous procurer ces travaux ici à Montréal, dans toutes les librairies. La façon dont ça va se passer, dans l'ordre, c'est M. Adnan Yassine qui va commencer, suivi de Sana El-Haji, ensuite Françoise Naudillon, et c'est M. Zainab qui va terminer la présentation. Nous prendrons 5 minutes de pause. Donc une pause très très courte et on va vous demander de ne pas être délinquant de manière à ce qu'on puisse rester dans les temps. 5 minutes de pause et après la pause on va inviter chacun des conférenciers, chacune des panélistes à réagir aux propos des collègues, donc à réagir rapidement aux propos des collègues, tous les collègues ou certains collègues qui l'auraient davantage interpellé. Et ensuite, ça sera une petite période de questions avec l'auditoire, avec l'Assemblée. Ça va? Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Monsieur Yassine Adnan. Yassine Adnan, vous avez 20 minutes. Est-ce que vous souhaitez que je vous picosse à peu près 2 minutes avant ou est-ce que vous avez déjà... Vous voulez que je vous picosse? Gentiment? D'accord, alors je vais vous picosser. D'accord, ça fera pas mal. Je vais juste demander à quelqu'un de me prêter une montre que je m'engage solennellement à redonner à la fin de l'activité. Je suis un peu kleptomane, mais les montres, non. Je prends. Merci, Khaira. Merci, Madame Rachida Azdouz. Bonjour les amis. Merci à M. Ja'far Dabbar et Dar el Maghreb, le centre culturel marocain à Montréal, d'avoir pensé à Fatima El-Mernissi, à notre Shahrazad national. Je m'appelle Yassine Adnan, je suis un écrivain marocain, mais surtout, j'étais un ami de Fatima El-Mernissi dans les dernières 15 années avant sa mort. Je suis un arabophone pur et dur. J'ai une formation anglaise, mais je suis surtout arabophone, donc c'est une des rares panels où je participe en français, mais je le ferai avec plaisir, puisque je suis entre des francophones ici à Montréal. Je ne le fais pas à Paris, hein. Je ne peux jamais participer dans un panel à Paris avec le français des Parisiens qui est un peu très français, plus français que ce que je peux personnellement produire. Mais je préfère présenter Fatima El-Mernissi au début dans un papier comme étant l'écrivaine multiple, la multiplicité de Fatima El-Mernissi. Et je suis sûr que mes amis, Madame Françoise Naudillon, Sana El-Haji et Tawfiq Zainabi, ils vont plutôt présenter quelques dimensions de ce monde exceptionnel qui s'appelait Fatima El-Mernissi. La Shahrazad marocaine à propos de Fatima El-Mernissi. S'il y a un titre qui à ce jour représente la culture
et la littérature arabe auprès des autres peuples, ce sont les 1001 nuits. Ce livre auquel nous ne voulons jamais être associés et que nous considérons toujours comme un bâtard, un tissu de mensonges. Peut-être les Arabes n'ont-ils pas vu la valeur littéraire des 1001 nuits parce qu'ils ne correspondaient pas à l'illusion de pureté littéraire et au mythe de la grande littérature. Peut-être nous aurait-il fallu attendre Borges et d'autres pour lire les récits de Shahrazad dans une autre disposition d'esprit avant que les 1001 nuits ne retrouvent leurs lettres de noblesse. Nous avons commis la même erreur avec Fatima al-Mernissi, la sociologue marocaine, dont les œuvres étaient considérées avec dédain par quelques professeurs en sociologie à l'université Mohammed V de Rabat et d'autres universitaires en fait et d'autres universités marocaines et arabes, parce que ces études ne correspondraient pas à une méthode de recherche scientifique et aux rigoureux standards universitaires. J'ai toujours eu le sentiment que les universitaires méprisaient l'élan littéraire des écrits de Mernissi. Elle était une conteuse passionnée, fascinée par les histoires, les siennes et celles des autres. Aujourd'hui, après sa disparition, nous prenons conscience que la sociologie arabe a perdu l'un de ses esprits les plus éminents et les plus lus à travers le monde, surtout les plus lus. Cette même logique que les critiques arabes ont appliquée aux 1001 nuits pour les cataloguer comme non littéraires a sautendu le jugement des universitaires dans leur mésestime de l'œuvre de Fatima al-Mernissi. À l'instar des 1001 nuits qui se sont inscrits dans la mémoire du public littéraire et des lecteurs du monde entier comme le livre arabe le plus important, Fatima al-Mernissi s'est hissée dans le monde arabe et au-delà au rang de sociologue arabe la plus connue et écrivaine arabe parmi les plus influentes en Occident et dans le monde entier. Mais outre ce destin commun auquel les deux ont été injustement exposés, y a-t-il encore un autre lien entre les 1001 nuits et Fatima al-Mernissi, avant que ces deux ne fussent classifiés par des outsiders? Assurément, et ce lien est Shahrazad. Aussi brillante qu'a pu se montrer Shahrazad en résistant à la tyrannie du roi de Perse, Shahriyar, en lui contant ses histoires, aussi pugnace s'est révélée la Shahrazad marocaine dans la narration de ses récits. Elle a encouragé d'autres à lui raconter leur histoire et a ainsi témoigné à travers sa plume à elle de leur vécu qu'elle a couché sur le papier avec dévouement et loyauté. Elle a commencé par des employés des maisons, par des journalières, par des ouvrières du textile et des femmes de la campagne. Mais comme des récits vagues et généreux ne suffisaient pas à tenir tête au Shahriyar contemporain, la Shahrazad marocaine a commencé à proposer l'écriture. À partir de l'université, elle a mis sur pied les premiers ateliers d'écriture en 1984 en créant le premier groupe de recherche sur la femme et la famille au Maroc, en fait avec Aïcha Belarbi, qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin. Elle a aussi organisé une série de rencontres de rapprochement qu'elle a encadrées personnellement. Elle a appelé à l'émancipation de la voix, à l'affranchissement de la plume et à la libération de langage, toujours par le biais de l'écriture.
Après avoir pris conscience que le plus grand ennemi de l'écriture est l'universitaire, en fait le diplômé de l'université, parce qu'elle utilise le plus souvent des termes qui ne sont pas accessibles au simple lecteur. Elle s'est consacrée à rendre sa langue aisément compréhensible pour tout un chacun. Elle a déménagé ses ateliers d'écriture hors les murs de l'université et les a hébergés dans son modeste appartement du quartier d'Agoudel à Rabat, d'où elle a lancé des ateliers d'écriture pour la démocratie. Cette manœuvre a permis à des femmes analphabètes, des tisseuses de tapis, des victimes de viol ou d'intimidation sexuelle et à des adolescentes et des adolescents d'écrire leur propre récit. Elle était une Shahrazad contemporaine, éprise d'écriture, de l'écriture d'histoire. Elle était une Shahrazad démocratique, convaincue qu'il ne faut pas revendiquer le droit exclusif à la parole, mais que tous, femmes et hommes, doivent faire entendre leur voix et exprimer leurs rêves et leurs ambitions à travers l'écriture. Contrairement à l'ancienne Shahrazad, qui monopolisait tout, la Shahrazad marocaine insistait sur le fait que les intellectuels ne peuvent pas agir au nom des victimes ou des gens simples, mais que leur rôle consiste à les encadrer et à les inciter à écrire. Peut-être Tawfiq va nous parler aussi de ça, parce qu'elle a travaillé avec elle dans un atelier d'écriture et le fruit est un livre que je vais citer là. Grâce aux ateliers d'écriture que Fatima al-Mernissi a constitués, de coordonner sans relâche des années durant, et aux ouvrages collectifs des plus osés qu'elle a publiés, les victimes pouvaient désormais s'affirmer sans devoir recourir à des intermédiaires. Je pense à Femmes Prison, Parcours croisé, c'est un ouvrage collectif sous la coordination de l'ancien détenu politique Nordin Saoudi, un livre qui nous introduit dans l'univers souterrain de l'indicible, celui des épouses, mères et sœurs des prisonniers politiques, comme elle a le mérite de capter des fragments de souvenirs vacillants des foules féminines tourbillonnant autour des portes angoissantes des prisons. Ce sont des femmes dites illettrées qui ont creusé à force de harceler policiers et tortionnaires les sillons de la démocratie au Maroc comme dans le reste des pays arabes. Il y a aussi le livre de Tawfiq Zainabi, Trésors et merveilles de la vallée d'Odra'a, où des jeunes de la vallée d'Odra'a et de la ville de Zagora vont parler de leur propre région du Maroc profond. Il est impossible de catégoriser Fatima al-Mernissi. Dans son œuvre, la science et la littérature se fondent. La recherche universitaire et le pouvoir d'imagination s'imbriquent. Elle incarne la diversité et ne s'est par conséquent jamais laissé brider dans ses actions. Son courage à toute épreuve en matière de questions féminines a constitué une source d'inspiration majeure pour les mouvements féministes arabes. Mais très vite, il leur a tourné le dos ou les a pour le moins stupéfaits en se concentrant dorénavant sur la société civile. Fatima al-Mernissi disait elle-même à ce sujet « Je ne suis pas une militante féministe pour me consacrer exclusivement aux questions de la femme, aux questions qui concernent les femmes. Je me suis orientée sur la dynamique de la société civile parce que c'est un terrain de jeu où les femmes n'affrontent pas l'homme. Au contraire, elles y travaillent ensemble et s'aident mutuellement. » Pour réaliser ce rêve, elle a lancé une caravane civique
avec laquelle elle a forcé des intellectuels, des artistes et des acteurs de la société civile de quitter leur tour d'ivoire et à interagir avec elle et avec les villageois de cet arrière-pays marocain oublié et marginalisé pour lequel elle avait pris fait et cause. Il a ainsi donné à quelques intellectuels de gauche une leçon quant à la façon dont l'intellectuel véritable, c'est-à-dire celui qui exprime son engagement par des actes et non pas par des mots ou par des paroles, peut mener son combat intellectuel et assumer son rôle dans la société. De même que Shahrazad, on chanta Shahrayar. La Shahrazad marocaine nous a tous ébahis. Elle n'a en effet jamais cessé de surprendre, voire stupéfier ses lecteurs, et surgissait soudain où on ne l'attendait pas. Après son retour des États-Unis, les universitaires escomptaient de sa part davantage de recherches sérieuses between quote and quote. Mais elle les a pris de court avec des histoires d'enfance et son orientation littéraire. Les militants féministes attendaient d'elle qu'elle s'en prenne à la mentalité et l'autorité patriarcale enracinée dans la culture arabo-musulmane. Ces écrits leur ont cependant expliqué à quel point les femmes étaient estimées et de quelle considération elles jouissaient dans l'histoire de l'islam à l'époque des épouses du prophète jusqu'à Sultanes oubliées. Ce sont deux titres de Fatima al-Mernissi très connus. Les gauchers de l'époque pensaient que Fatima al-Mernissi formulerait plus de critiques encore à l'égard du patrimoine religieux, alors qu'à sa manière et de façon inattendue, elle l'a défendu. Elle était du fait une experte en droit soufi diplômée de l'université Qarawiyyin. L'Occident attendait d'elle qu'elle lui fournisse plus d'histoires sur la femme orientale et qu'elle poursuive son démantèlement des structures patriarcales dans le monde arabo-musulman, mais elle s'est retournée contre lui pour révéler comment l'Occident a cloué la femme au pilori. Je vous propose là Shahrazad Goes West, où elle a bien critiqué le harem européen et le harem occidental, et la taille 38, l'énigme de ce harem. Mernissi est une Shahrazad contemporaine qui a su comment résister avec sa raison plutôt qu'avec son corps contre l'oppression, contre l'agression verbale et contre le meurtre symbolique. À quel point ne nous a-t-elle pas tous surpris, amis lecteurs dans le monde arabe et en Occident, en empruntant le personnage de Sindbad à sa muse Shahrazad pour le comparer à la figure du cowboy. Fatima al-Mernissi sort Sindbad du contexte des Mille et une nuits. Dans l'histoire, en fait, Sindbad, vous connaissez, en fait, c'est un originaire de Bagdad, la ville de la légende. Il a appris, grâce à ces 7 voyages, que parler et dialoguer, que ce soit avec des êtres humains, avec des oiseaux, avec des monstres marins, ne peut que lui faire du bien. L'enrichir en sens littéral et figuré, et lui permettra d'être beaucoup plus heureux et beaucoup plus fortuné. Le cowboy, si on peut comparer, et c'est ce que Fatima al-Mernissi a fait, il a comparé Sindbad et le cowboy. Le cowboy, ce héros hollywoodien à qui les films des années 30 du siècle passé étaient consacrés, n'avait pas besoin de voyager parce que sa fortune se trouvait devant lui. Un troupeau de bétail. La seule chose qu'il lui fallait faire était de s'en occuper et de les protéger contre les étrangers. Un étranger auquel un seul et unique rôle était réservé dans les westerns hollywoodiens, c'était de braconnier, celui de braconnier pour lequel le cowboy devait être sur ses gardes et contre lequel il partait en général à l'assaut, pistolet à la main. Partons
de ces deux exemples. Mernissi a comparé la mondialisation durant la dynastie des Abbasides, à celle de notre époque. La mondialisation des Abbasides aspirait à une ouverture d'esprit envers les cultures. Je cherche ma dernière page. Voilà, elle est là, merci. Alors, donc, la mondialisation des Abbasides aspirait à une ouverture d'esprit envers les cultures perses, indiennes et helléniques et a traduit des écrits de ces cultures en arabe. En revanche, une des conséquences de la nouvelle mondialisation est que chacun s'est transformé en gardien de bestiaux, armé jusqu'aux dents, prêt à tuer à tout moment, qu'il s'agisse d'attaquer, de se défendre ou de simplement prendre les devants. Fatima al-Mernissi a toujours dit les choses, abordé et exposé les problèmes d'une façon originale et bien à elle. Mais la valeur sûre de son projet intellectuel résidait dans le dialogue. Encore et toujours, elle a continué à engager l'échange comme solution au dilemme culturel. Le verset coranique qui était le plus cher à son cœur était « Idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim » Repousse la mauvaise action par une action meilleure, alors celui dont tu es séparé par une inimitié deviendra pour toi un ami chaleureux. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Yassine Adnan. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi que beaucoup de francophones adoreraient s'exprimer avec autant d'aisance que vous le faites en français. Alors, les salons parisiens ne devraient pas vous impressionner. Alors, la parole maintenant est à Sana Al-Haji, qui aura également... Vous voulez aussi que je vous fasse des petits signes? S'il vous plaît, oui. D'accord, de temps en temps. Alors, mais regardez-moi de temps en temps. Très bien. Je vais essayer de me concentrer sur le texte et sur vous. D'accord. Non, mais c'était parfait. Vous voulez aller au micro ou rester Non, ça assise? va. D'accord, alors vous avez... Merci à M. Jafar Dber et à ses collaborateurs et à Dar el-Maghrib pour l'organisation de cette rencontre. Merci aussi à vous tous de vous être déplacés ce matin. Et puis je trouve qu'on ne remercie pas suffisamment les modérateurs. Merci aussi à Rachida Azdouz pour l'organisation, la coordination pendant les quelques jours passés et puis pour la présentation et la modération aujourd'hui. Je n'ai jamais rencontré Fatima Mernissi. Pourtant, j'aurais non seulement aimé, j'aurais dû. Comme dans les belles histoires d'amour, très probablement, nous étions faites pour nous entendre, pour partager ensemble des combats, des défis, des projets, des rires. Pourtant, nous avons vécu dans le même espace-temps et dans des environnements proches aussi bien géographiquement qu'intellectuellement. Une centaine de kilomètres seulement nous séparaient, beaucoup d'amis communs du Maroc et d'ailleurs, et surtout, cette même passion de déchiffrer les codes d'une société en mutation. Elle aurait été la professeure, j'aurais été l'élève attentive. J'ai découvert Fatima Mernissi relativement tard, vers la trentaine. Je ne vous dirai pas il y a combien de temps. Et ce qui m'a le plus fasciné chez elle, au-delà du contenu, c'est son approche. Mernissi ne s'est jamais inscrite dans les schémas classiques et traditionnels de la recherche, et c'est ce que Yassine Adnan disait à l'instant, et c'est précisément ce que certains orthodoxes de la recherche académique lui reprochaient. Selon eux, elle ne respectait pas les techniques de la recherche sociologique. Toutefois, ce que ces gardiens des temples traditionnels, des temples académiques traditionnels refusaient de saisir, c'est que les techniques de l'enquête sociologique, aussi importantes soient-elles, ne sont que l'outil. L'outil qui permet de questionner, d'interroger, d'analyser, d'observer, de saisir les complexités. Et quand l'outil devient l'objectif, quand la technique prend le dessus sur le fond, sur la complexité des interactions humaines à saisir, le chercheur devient prisonnier de ses propres connaissances et de ses propres méthodes. Et Fatima Mernissi était une femme
libre. Libre dans son âme et dans sa pensée, mais aussi libre par rapport aux codes restrictifs imposés par les longues bibliographies méthodologiques. Une liberté qui tient sa force du fait même que Mernissi n'ignorait pas ces codes. Elle les maîtrisait, mais elle n'en était pas prisonnière. Elle pouvait aller au-delà de ces codes dans sa quête du savoir et de la connaissance. Et surtout, elle y allait accompagnée par des jeunes, par des femmes tisseuses, par des artisans, par des étudiants. Fatima Mernissi a brillamment réussi ce mix magique entre l'exploration sociologique et la littérature. Elle a approché les données empiriques sans être enchaînée par les sentiers classiques des méthodologies traditionnelles. Elle a rencontré les acteurs sociaux dans tout leur milieu. Elle a raconté leur parcours pour en illustrer les particularités. Elle a interrogé les fausses évidences. Elle a posé plein de questions. Elle a défié les gardiens des chemins traditionnels de la pensée. Bref, Fatima Mernissi a créé sa propre méthode, sa propre école, celle où la technique ne peut pas prendre le dessus sur le fond. Celle où les méthodologies de recherche sont un outil pour interroger les réalités et les dynamiques sociales et non un frein qui encadre et emprisonne le fond même de la pensée. Et puis, à côté de la méthode Fatima Mernissi, il y a aussi et surtout le fond, le contenu, la matière. Et là aussi, Mernissi a su être différente et authentique pour ne pas suivre les sentiers classiques, pour se renouveler sans cesse, pour surprendre celle ou celui qui pense la cantonner dans une case de féministe, de sociologue, de militante, de narratrice. Elle était tout cela à la fois et bien plus encore. Elle était contre les étiquettes et les catalogues, car penser pour elle ne pouvait se faire sous l'emprise des catégorisations bloquantes. En effet, Fatima Mernissi a beaucoup travaillé sur l'héritage culturel arabo-musulman et ses représentations, sur les représentations misogynes et phallocratiques de la femme, mais aussi de la relation homme-femme. Elle a remis en question tous les mécanismes d'endoctrinement et d'assujettissement de la femme dans le monde dit arabo-musulman. Toutefois, et parce qu'elle ne se contentait jamais des vérités prêtes à consommer, elle n'a pas omis de mettre la lumière sur la richesse et la diversité de ce patrimoine arabo-musulman, y compris dans sa relation avec la femme, l'amour. Un patrimoine et une histoire qui n'étaient pas que sombres, un patrimoine avec lequel elle nous réconcilie en nous rappelant ces sultanes oubliés, les femmes chefs d'État en islam, son Sindibad voyageur ouvert sur le pluralisme et la diversité, et dont Yassine Adnan parlait à l'instant, etc. Elle n'a pas omis non plus de questionner les représentations de cet Occident dit moderne, ses propres conditionnements de la femme, de son corps et de son rôle. Eh oui, Fatima Mernissi nous rappelle cette triste vérité. Il n'y a pas des femmes arabo-musulmanes opprimées d'un côté et des femmes occidentales libres et épanouies de l'autre. Il y a plutôt une forme de misogynie universelle. Seuls les paramètres changent. Le voile pour celle-ci ou la taille 38 pour celle-là. De manière d'apparence diamétralement opposée, mais en réalité, toutes les deux contenant la femme à son corps. Un corps à voiler, un corps à exposer selon des paramètres de beauté qui ne manquent pas d'assujettir cette femme d'apparence moderne. Au final, ces représentations universelles changent de masque pour toutes réduire la femme à son corps. Et c'est dans ce sens que Fatima Mernissi était une école, car elle nous apprend qu'aucune pensée n'est absolue, qu'aucune production intellectuelle n'est stable ou figée dans le temps. Peu importe que l'on soit d'accord ou pas avec elle, peu importe qu'elle se soit trompée sur certaines lectures, mais toujours est-il qu'elle a su briser les évidences acquises. Elle a su interroger le pseudo-certitude. Elle a su dire à cet Occident, charmé par les images orientalistes de la femme arabo-musulmane, que la misogynie ne l'épargne pas. Que son voile à lui ne cache pas le corps de la femme, mais crée toutefois ses propres fantasmes sur les représentations des femmes, de leur corps et de leur rôle. C'est dans ce sens aussi que, quand on veut se départir des pensées prêtes à consommer, on ne peut que suivre les traces et le chemin emprunté
par Fatima Mernissi. Quand plusieurs observateurs ont mis le doigt sur le mal des femmes arabes et musulmanes, leur soumission, leurs droits bafoués, tandis que les femmes de l'Occident étaient présentées comme étant libres et épanouies, Fatima Mernissi n'a pas nié la situation déplorable des femmes dans le monde dit arabo-musulman, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle nous a appris qu'il ne faut jamais se fier aux apparences des faits, que l'analyse sociologique peut et doit être plus complexe que les schémas linéaires et parfois simplistes. Fatima Mernissi nous apprend combien il est nécessaire de se lancer le défi, de se renouveler constamment, de questionner ses propres pensées, ses propres résultats, ses propres méthodes. Il est ainsi parti questionner les complexités sociologiques de l'Orient et de l'Occident à la fois, les prisons où sont enfermés les Shahrazad du passé et les Shahrazad modernes. Au-delà de la question des droits des femmes, Fatima Mernissi nous apprend que pour mieux saisir les complexités humaines et sociologiques, nous avons besoin de briser les conceptions faciles et simplistes, d'aller au fond pour interroger la complexité des schémas de représentation, de verbalisation et de transmission. Fatima Mernissi, je n'ai pas eu la chance de te rencontrer. Pourtant, nos amis communs sont nombreux. Nos rêves sont proches, nos combats semblables. Mais là où tu es, j'aimerais te dire qu'en tant que journaliste, qu'écrivaine et que sociologue, mais aussi en tant que femme libre de ce Maroc dont tu as su saisir les transformations et les complexités, ton œuvre me pousse à poursuivre les interrogations et les questionnements profonds pour ne jamais accepter les postulats admis par tous. Au-delà des propres résultats auxquels tu es arrivé et qui restent indéniablement d'une valeur scientifique, sociologique et humaine très élevée, c'est surtout le chemin du questionnement perpétuel que tu nous apprends à emprunter. Et je te promets de continuer à creuser dans le même tunnel pour que la lumière du savoir et de la connaissance jaillisse dans sa belle complexité et dans sa belle diversité. Merci à vous tous. Merci beaucoup à Salah Al-Haji d'abord d'avoir respecté son temps de manière et surtout de porter si librement la parole la libre parole de Fatima Mernissi et de rappeler que la vraie liberté réside dans les questions et pas dans les réponses. Et Dieu sait si on a encore besoin de réaffirmer aujourd'hui cette évidence même dans les milieux académiques. Je cède maintenant la parole à Françoise, qui a un PowerPoint, qui a décidé de faire une nord-américaine d'elle-même et de représenter dignement. Là. Est-ce que tu as besoin que je te rappelle? Ton temps est chronométré. Tout va bien? Okay. Très bien. Bonjour à tous, merci d'être là, merci surtout à la Maison du Maroc, à cette belle organisation, merci à Rachida, merci surtout aux merveilleuses présentations qui sont passées avant moi et qui m'ont beaucoup impressionnée, moi qui n'ai pas connu ni le pays, ni la ville, ni Fatima Mernissi en personne, mais sachez que sa parole résonne évidemment jusqu'au Canada. Et quand Rachida m'a proposé de participer à cet hommage, j'en étais très heureuse, tout simplement parce que, pas plus tard qu'au mois de septembre de l'année dernière, j'enseignais à mes étudiants le roman de Fatima Mernissi, Rêve de femme. Et c'est d'ailleurs ce roman dont je vais parler aujourd'hui. Et je me suis donné une petite gageure également, qui était de ne pas parler avec mes propres mots, mais avec ceux de Fatima Mernissi. C'est pour ça que je voulais que vous ayez une présentation PowerPoint, parce que vous pourrez lire Fatima dans le texte. Et au fond, elle dit tout, comme l'ont expliqué les participants à cet hommage. Du reste, le titre de ma présentation est une citation de Fatima Mernissi dans Rêve de femme. Des ciels qui avalent les horizons, estompent les frontières et dissipent les hiérarchies. Et ça va être plus ou moins le plan que je vais suivre dans cette présentation. Donc, très rapidement, on va un petit peu résumer, mais je vais passer très vite là-dessus parce que ça a été déjà brillamment fait tout à l'heure, un petit peu la façon dont, justement, je considère Fatima Mernissi comme une passeuse de parole.
Elle va passer évidemment cette parole universelle de l'Orient à l'Occident. Elle va aussi passer les frontières de l'écriture, comme il a été dit tout à l'heure. Elle travaille sur plusieurs genres littéraires à la fois, d'une certaine façon. Et enfin, voir concrètement comment, notamment dans Rêve de femme, s'établit ce passage des frontières. Donc vous avez cette bibliographie des textes de Fatima Mernissi en français, et vous voyez en rouge, il n'y a qu'un seul roman, le reste ce sont des essais ou des études sociologiques. Il y a un seul roman. On a dit souvent que Fatima Mernissi a été traduit en 25 langues. En fait, c'est ce roman-là qui a été traduit en 25 langues, et c'est certainement l'œuvre la plus connue d'elle dans le monde. Et ce n'est pas rien. Et je pense qu'il y avait là, chez Fatima Mernissi, probablement quelque chose de très pédagogique à traduire finalement cette pensée scientifique dans une œuvre de fiction. Donc, la pensée de Fatima Mernissi, finalement, si on la résume, et je vais le faire très rapidement parce que c'est peut-être pas là l'objet principal de ma petite intervention, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde. Et cette parole sociale, psychologique, scientifique, fictionnelle, autofictionnelle s'adresse finalement, quand on la regarde se dérouler dans le temps, elle s'adresse à la fois donc aux hommes musulmans, aux hommes occidentaux, et je précise hommes, et chaque fois, par exemple, dans un texte qui a été publié en 1982, sous pseudonyme d'ailleurs, La femme dans l'inconscient musulman, on sent bien qu'il y a un dialogue qu'elle cherche à établir, de même que la fameuse thèse Beyond the Veil, qui avait été traduite en français et publiée en 1985 sous le titre Sexe, idéologie, islam, s'adresse à cette perception des hommes sur les femmes, qu'elles soient musulmanes ou occidentales. On a aussi une adresse aux femmes musulmanes, bien entendu, et celle-ci est tout à fait particulière. Je pense notamment au texte Sultane oubliée, femme chef d'État en islam, où elle rappelle aux femmes leur propre inscription dans l'histoire. Et bien entendu, son appel va plus loin encore, cette passeuse de frontières va plus loin encore, évidemment avec le harem politique. Et j'aime bien citer cette citation que l'on retrouve à la toute fin du harem politique, donc publiée en 1987. « Levez les voiles, ceux du vaisseau souvenir, mais d'abord ceux de nos contemporains qui maquillent le passé pour voiler notre présent. » Elle avait le sens ultime de la métaphore. Et vous savez, la mort fige un petit peu les gens dans une formule, dans une vision, et je pense que ce qui caractériserait la métaphore ultime de Fatima Mernissi, c'est effectivement l'art de dépasser les frontières. Cette frontière, elle était donc la frontière du langage, de la connaissance et de la communication, et elle pourrait se résumer ainsi. Connais-toi toi-même. On lui a reproché, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment chez les féministes laïques au Maroc, par exemple, qui lui reprochaient justement d'être passé d'un féminisme laïque, d'une certaine façon, à un féminisme, si on peut l'appeler ainsi, de réforme de l'islam. Au fond, finalement, l'idée de Fatima Mernissi, me semble-t-il, c'était connais ce qui s'est passé, connaît les débats qui existaient justement sur la place de la femme à l'époque même du prophète, et essayons de retrouver ce dialogue qui s'était déjà établi à l'époque. Et bien entendu, on l'a rappelé au cours des présentations précédentes, c'était quelqu'un aussi qui avait décidé d'aller sur le terrain et de rencontrer les femmes, et notamment les femmes hors de sa catégorie sociale. Donc on va retrouver tous ces thèmes, et plus encore dans le roman Rêve de femme, et c'est, me semble-t-il, une architecture intellectuelle tout à fait fascinante dans la mesure où on va à la fois régler des problèmes d'ordre sociologique et les mettre dans une fiction qui, en elle-même, vaut quelque chose. J'entends par là que le roman de Fatima Mernissi est une vraie œuvre de littérature. Et pour le justifier, je pense qu'il faudrait voir le travail de la vie intellectuelle de Fatima Mernissi ainsi. C'est un passage d'une écriture à l'autre,
et un lien particulier établi entre littérature et sociologie. Et pour le prouver, je m'appuie simplement sur cette citation qui me semble résume assez bien la façon dont Fatima Mernissi concevait son œuvre d'écriture finalement. Donc l'empreinte sociologique d'un récit de fiction peut se situer entre ces deux pôles, entre une science du social et un sens du social. Et en ce qui concerne Mernissi, il me semble que ce qui suit la caractérise particulièrement. Il convient en particulier, nous dit David Ledan, de distinguer deux modes discursifs. Les discours sur le monde social qui s'efforcent de séparer l'observateur de ceux qui l'observent, et je l'ai souligné moi-même en rouge, les discours depuis le monde social qui impliquent l'observateur dans ce qu'il observe. Quand Fatima Mernissi écrit Rêve de femme, il y a un personnage qui dit « je », qui s'appelle Fatima, dont on peut penser qu'il s'agit d'un avatar de Fatima Mernissi elle-même, mais dans les faits, c'est tellement habile ce récit qu'on se rend bien compte qu'il s'agit d'une autofiction, c'est-à-dire que l'on organise de façon exemplaire les aspects de cette enfance supposée de Fatima Mernissi de façon à dire quelque chose. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est ? Dans Rêve de femme, il y a d'abord cette adresse connue, premier texte, première phrase du texte, « Je suis née en 1940 dans un harem à Fès ». Et à partir de là, il y a tout un imaginaire, selon que l'on est justement par exemple marocain ou occidental, qui se met en place, n'est-ce pas ? Le mot harem ici, comme vous le savez, est plurivoque, mais elle va très vite s'efforcer de nous remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne ce que c'est que le harem. Donc elle va s'adresser donc à la question des frontières. Et dans les mots qui suivent, après cette annonce de la naissance à Fès, elle dit « Je suis née en plein chaos, car chrétiens et musulmans contestaient constamment les houdoud et les violaient sans cesse. » Donc crise politique, on le sait, le Maroc était sous protectorat français et une partie était sous domination espagnole. Et juste après, on continue d'empiler ces images et ces métaphores. Après ces frontières politiques, on nous parle de la frontière physique également, le portail de la maison. On nous parle aussi d'autres frontières où il n'y a pas forcément de porte, mais comme on nous dit plus tard, le harem de Yasmina est une grande ferme ouverte sans mur d'enceinte. Et pourtant, c'est aussi un harem. Donc tout de suite, par les images, par la fiction, on nous fait comprendre de façon imaginative, beaucoup plus puissante, ce que peut être le harem. On nous parle aussi du harem intérieur, d'une certaine façon. Là encore, je cite Fatima Mernissi, si on connaît les interdits, nous dit-elle par exemple, on porte le harem en soi, c'est le harem invisible. On l'a dans la tête, inscrit sous le front et dans la peau. Et toute l'histoire de cette petite fille qui nous est racontée dans Rêve de femme, c'est l'apprentissage justement de ces frontières que l'on met dans la tête et l'interrogation qu'elle va poser avec un regard d'enfant sur la façon dont se gèrent ces frontières, les raisons de ces frontières et éventuellement comment s'en libérer. Le père de la narratrice va être celui, effectivement, qui donne la loi, d'une certaine façon. C'est lui qui va prononcer des phrases comme celle-ci. « Nos problèmes avec les chrétiens commencent comme avec les femmes lorsque les houdoud, les frontières sacrées, ne sont pas respectées. » Donc il y a la voix du père qui va expliciter, quantifier toutes ces frontières sacrées. Donc on va avoir un certain nombre d'oppositions, hommes, femmes, intérieur, extérieur, les Marocains versus les envahisseurs français ou espagnols, tradition, modernité, Orient, Occident. Tout cela est mis en place de façon extrêmement fluide par le biais de la fiction. Et par ailleurs, on a évidemment toutes sortes de personnages, cette fois-ci féminins, je vous en ai mis une petite liste ici, et parmi ces personnages féminins qui eux aussi portent une parole, on va en examiner les principaux. Évidemment, et c'est là le grand intérêt du roman, qui tout en se passant dans les années 40-50, nous montre une mère qui, sous finalement le respect de la tradition, a aussi développé une pensée tout à fait originale et qui vise justement à l'émancipation de sa fille. La mère
conteste d'une certaine façon toutes les règles qui lui sont imposées, comme par exemple le fait que cette grande famille vive dans la même maison, ou encore elle affirme que, je cite ici, la supériorité masculine était une absurdité en contradiction totale avec l'islam. Allah nous a fait tous égaux, rappelle la mère. Et plus encore, on entend cette mère, donc des années 40-50, qui affirme à sa fille « Il ne sert à rien de se couvrir la tête et de se cacher. Ce n'est pas en se cachant qu'une femme peut résoudre ses problèmes. » Donc c'est tout à fait étonnant pour les lecteurs non avertis, mais en même temps, cette fluidité, cette naturalité d'une certaine façon dans le discours des personnages permet donc de distinguer le discours de la tradition inspiré par le père, celui de la mère, plus évolutif, mais aussi d'autres personnages comme la tante Habiba, la cousine Shama, que nous allons découvrir. Le résultat pour la jeune narratrice, elle le dit, « Mes chances de bonheur dépendaient de mon habileté à marier les mots, mais pour trouver cette solution à l'univers contradictoire dans lequel elle vit, il faut qu'elle en passe aussi par Habiba et Shama. » Et bien entendu, on l'a dit aussi, la métaphore ultime, ça va être Scheherazade. Je dis Scheherazade et Dinarzade. Dans une note dans le chapitre 2 du roman, Fatima Mernissi rappelle effectivement que Scheherazade, c'est un personnage beaucoup plus important que ce qu'il en a été dit ou fait en Occident. Mais elle rappelle aussi d'un souffle que Dinarzade, la sœur de Scheherazade, a participé à aider sa sœur à trouver chaque fois des histoires à raconter au sultan, n'est-ce pas? Cette Dinarzade, on pourrait tout à fait la considérer comme la métaphore de la communauté de toutes les femmes que Fatima Mernissi met en scène dans le roman. Habiba, par exemple, en est une métaphore de Dinarzade, si je puis dire, parce que Habiba, finalement, dans le roman, est peut-être la femme la plus malheureuse. Elle a été répudiée par son mari de façon injuste, lequel ex-mari, d'ailleurs, lui a volé tous ses biens. Et donc, elle vit finalement par charité au sommet de ce palais. Mais c'est aussi celle, finalement, qui apporte, alors qu'elle est la dernière des femmes, d'une certaine façon, c'est elle qui apporte le plus au niveau de cette résilience et de cette capacité des femmes à se renouveler elles-mêmes et le monde autour d'elles. Habiba, par exemple, dit « Quand vous êtes emprisonné sans défense derrière les murs, coincé dans un harem, vous rêvez d'évasion. » Habiba, donc, apporte le rêve, et comme on dit, personne ne peut vous prendre ce que vous avez dans la tête. Hein. La prison pour l'imaginaire n'est pas encore née, et cette capacité de se libérer d'abord dans la tête et peut-être ensuite dans le monde physique, c'est Habiba qui l'inspire. Elle dit aussi, les frontières disparaissent, les rêves peuvent changer votre vie et peut-être même le monde finalement. L'autre personnage inspirateur également dans le roman, c'est Shama, la cousine, qui représente cette génération des femmes qui avaient une vingtaine d'années dans les années 50, quelque temps avant donc le passage du Maroc à l'indépendance, et qui reconnaît ceci parce qu'elle se situe dans l'histoire, Shama, et non plus dans le rêve. Ma génération est sacrifiée, la révolution libère les femmes en Égypte et en Turquie, partout dans l'ex-empire ottoman, et nous, ici, sommes voués à l'oubli. Donc c'est le rappel qu'il y a autour de soi d'autres femmes qui luttent, et d'ailleurs il y a un chapitre très drôle qui s'appelle ainsi « Les féministes égyptiennes visitent la terrasse » et dans lesquelles on voit justement que ces femmes sont tout à fait au courant de ce qui se passe à l'extérieur de cet univers confiné du harem. Et plus loin encore, cet imaginaire qui se trouve dans les paroles d'Habiba, on les retrouve ici incarnées par les pièces de théâtre auxquelles se livrent les jeunes femmes sous la direction de Shama. Donc c'est très très habile, ça a l'air d'une histoire assez facile à lire, mais quand on la regarde, je trouve qu'il y a une grande réflexion de la part de Mernissi d'avoir su accoler tous ces débats possibles autour de la question de la frontière et du houdoud. Mais le personnage qui a plu le plus à mes étudiants, en tout cas à l'automne dernier quand on le lisait, c'est le personnage de Tamou, qui est une des coépouses du grand-père et qui, elle, représente justement la femme guerrière
qui a existé. Fatima Mernissi l'a décrit ainsi. Elle a participé donc à la révolte d'Al-Debkrim, qui s'était engagée contre la colonisation des Français. Et on la voit donc armée à cheval avec son fusil espagnol dissimulé sous la Seine. Et ce même personnage est aussi une coépouse à l'intérieur du harem rural chez le grand-père. Donc c'est tous ces visages différents de la femme marocaine en particulier qui sont tout à fait richement illustrés. J'ai été un peu troublée parce que Rachida m'a rappelé à mes obligations. Mais en fait, finalement, pardon ? Oui, je veux bien que vous mettiez à la dernière. J'ai des choses comme il faut. Donc, j'ai presque fini, ne vous inquiétez pas. Un peu plus haut, en parlant de. Ouais, alors, on va revenir en arrière. Donc Tamou, la coépouse, évidemment, et évidemment, finalement, si on devait chercher une leçon, une morale, un encouragement, une voie philosophique au roman, ça serait celui-ci, et il est prononcé encore par la tante Habiba. La dignité, c'est d'avoir un rêve fort qui vous donne une vision, un monde où vous avez une place, où votre participation, si minime soit-elle, va changer quelque chose. Une seule personne a le pouvoir de changer cette situation et de faire tourner la planète en sens inverse. Et cette personne, c'est vous. C'est un langage, un message universel et qui justifie, me semble-t-il, justement le grand succès qu'a eu ce roman. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez le consulter, d'aller voir un site assez bien fait, assez actuel, qui s'appelle donc mernissi.net, sur lequel vous aurez plusieurs informations sur l'œuvre et le travail de Fatima Mernissi. Merci. Il y avait un tout petit feu. Est-ce que les gens veulent le dire? C'est pas Merci beaucoup à Françoise pour la fidélité de ton propos, puisque tu as choisi de parler de Fatima Mernissi avec les mots de Fatima Mernissi elle-même. Merci. Donc, nous avons une dernière intervention. Est-ce que vous avez une présentation? Non, vous voulez venir ici? D'accord. Monsieur Zainabi, donc merci beaucoup d'avoir patienté et accepté d'être le dernier, mais... Bonjour à tous et à toutes. Merci Madame Rachida, merci Sidbar pour cette invitation. Donc je vais partager avec vous donc un témoignage qui va traiter en particulier du visage civique de Madame Fatima Mernissi. Donc ce sera en complément au témoignage de mes collègues qui m'ont précédé. Donc, j'ai rencontré Madame Mernissi au début des années 2000, donc à Zagora, au sud du Maroc, une région excentrique, très loin des grandes métropoles nationales. Donc, il était en train de mener une recherche sociologique qui va la conduire par la suite à élaborer son ouvrage « Les Sinbad marocains ». Et donc, dans cette petite réunion, donc, il m'a demandé quelques informations donc, personnelles donc, sur ma formation, sur mes origines, sur le pourquoi j'ai choisi de travailler à Zagora, très loin des grandes métropoles nationales. Et puis, il m'a demandé quelques petites informations sur d'autres collègues, des acteurs civiques qui opèrent dans cette région. Donc, ces acteurs qui vont faire par la suite les personnages de son ouvrage Les Sinbad marocains. Et tout de suite après, donc, il m'a présenté son projet civique. Et puis il m'a demandé, avec mes collègues de Zagora, de rejoindre sa caravane civique. Donc c'est une caravane que Fatima
organisé à l'époque au moins une fois par an entre Rabat, Casa et Marrakech. Et puis par la suite à Zagora, et puis dans certains moments en Europe elle-même. Donc c'était une caravane qui réunissait des intellectuels, des artistes, pour discuter entre eux et partager leurs préoccupations artistiques et intellectuelles. Et donc Fatima tenait beaucoup à cette caravane, parce que, comme l'a dit et comme l'a expliqué tout à l'heure mon collègue Yassine, c'était un choix, c'était un changement radical dans le parcours de Fatima. Parce que je peux considérer qu'à partir de 1997, à l'époque où il a rédigé son roman sur les Zaïd Tektel, sur les Zaïd Debroui, donc il a changé de cap en focalisant son travail beaucoup plus, même sa philosophie, sur la société civile et sur la participation citoyenne. Et je crois que la caravane civique, c'était une première concrétisation de ce choix. Et par la suite, les Sinbad, c'est un complément du premier ouvrage qui traitait sur les Zaïd Tektel, les Zaïd Debroui, donc qui va matérialiser davantage ce changement dans la pensée de Madame Mernissi, la pensée peut-être même empirique. Donc, elle tenait beaucoup dans l'organisation de cette caravane civique, rien n'est laissé au hasard, et puis il essayait de réintégrer tout le monde au même pied d'égalité. Donc, les jeunes et les personnes âgées, les illettrés et les illettrés, donc les professeurs et les élèves. Donc, il essayait tout le temps d'intégrer d'une manière dynamique les différentes catégories qui participaient à cette caravane. Il n'y avait pas de célébrité dans les caravanes de Fatima. Et puis, il gère l'hégémonie. Il ne laisse pas les célèbres exercent leur hégémonie sur les autres. Donc il a sa manière de faire, soit d'une manière indirecte, soit carrément en intimidant les acteurs. Donc il essayait tout le temps de mettre les débutants au centre de l'événement, au centre de la caravane. Elle était aussi très talentueuse en matière de création de concurrence loyale entre les différents groupes, sous-groupes qui composaient la caravane. Parce qu'à l'époque, on était 6 sous-groupes, donc des groupes de Casa, de Casablanca et de Zagora. Il y avait même un groupe composé des Européens. Il essayait de créer une concurrence entre les sous-groupes pour créer et pour avancer, chacun avec son petit projet. Et ces petits projets, ils servent tous le projet global de la caravane civique. Donc, Mme Mernissi, pendant plus d'une quinzaine d'années, et dans le cadre de ces caravanes civiques, elle a su réunir des ruraux et des citadins, des femmes et des hommes, des jeunes et des personnes âgées, des lettrés et des illettrés, des nationaux et des étrangers. Il a pu, pendant toutes ces quinzaines d'années, dissoudre les différences entre générations, entre sexes, entre mentalités et entre nationalités. Il a pu nous encadrer pendant 2 ans, donc mon groupe de Zagora, pour la réalisation d'un guide touristique qui présentait la vallée du Dra d'une façon différente à la présentation des grandes tours opératoires qui présentaient généralement ces régions touristiques d'une manière beaucoup plus fantaisiste. Donc il a veillé sur tous les petits détails, y compris les choix des photos et des cartes, la recherche des financements et même la recherche de la maison d'édition. À l'époque, c'était très difficile pour des gens qui viennent juste de se constituer, de trouver une maison qui va éditer leur ouvrage. Donc il a fait tout, tant au niveau des financements qu'au niveau de la recherche des maisons d'édition pour aider notre groupe à mettre en œuvre son ouvrage. Également, il a partagé avec nous sa notoriété.
Et n'hésitez pas à ramener un membre des groupes avec elle chaque fois qu'il est couronné ou chaque fois qu'il est en déplacement à l'étranger, donc pour le promouvoir donc à différents niveaux, comme je l'ai dit, que ce soit en Europe ou que ce soit au Golfe. Madame Bernissi, donc, nous répétait souvent après ses consécrations en Europe ou bien au Golfe, il ne faut pas passer tout son temps à célébrer sa fête. Il disait exactement que la célébration excessive est un ennemi de l'accumulation cognitive. Et l'artiste qui perd son temps dans l'inflexion successive de ses exploits descend souvent au fond et ses produits futurs deviendront superficiels. Donc après chaque consécration, après 2 ou 3 moments de fête, elle s'arrête et puis elle revient au travail. Madame Bernissi croyait fortement au talent du Maroc profond et avait un sens aigu d'exploration et de la découverte. Mais la véritable force de Madame Bernissi ne s'arrêtait pas à la découverte et à l'exploration, mais à l'appui. Donc, quand elle a découvert notre collègue Bannour ou notre collègue Fatima Mellel, 2 artistes, elle a cru rapidement à leur talent et puis elle a mobilisé toutes ses relations pour les promouvoir, que ce soit à l'échelle nationale ou que ce soit à l'échelle internationale. Donc, il a dédié beaucoup de rubriques des caravanes civiques à la promotion de ces 2 artistes, comme il a consacré une partie non négligeable de son ouvrage Les Sinbad marocains à leur promotion. Donc, il était une source d'inspiration pour le groupe, donc notre groupe. Donc, lorsqu'on était en train de programmer la 7e édition de la caravane civique, on était limité à des objectifs purement techniques. Madame Bernissi est intervenue alors pour arrêter 3 objectifs sublimes pour notre 7e caravane. Donc le premier est d'aider les participants à se libérer des stéréotypes selon lesquels le désert est un vide béant. Le second objectif était de promouvoir les initiatives civiques du Sud marocain. Et le troisième est de donner l'occasion à nos amis occidentaux de visiter notre région désertique, non plus en tant qu'otage des tours opératoires, mais en tant que voyageurs souverains dans le sens soufi du terme. Des objectifs qui combinent l'éducationnel, le philosophique et le global, ce qui nous a permis de sortir de notre vision purement locale. Madame Bernissi n'était pas seulement une source d'inspiration pour le groupe dans sa totalité, mais elle était aussi source d'inspiration pour chacun de nous. Donc, n'hésitez pas à suivre d'une manière très étroite nos parcours, que ce soit professionnel, que ce soit de recherche, pour nous guider et pour éliminer notre parcours. Lors de ces rencontres culturelles avec les membres du groupe, Madame Bernissi mariait le sérieux à la rigueur et la joie aux festivités. Donc elle était anecdotique et faisait de temps à autre l'un de nous l'objet de sa moquerie. Elle choisissait souvent parmi nous un des anciens, il évite de déstabiliser les nouveaux. Mais pour équilibrer les choses, donc elle n'hésitait pas à se moquer d'elle-même en comparant certains de ses comportements à ceux de la jeunesse d'aujourd'hui, en se présentant comme une femme dépassée par les événements, incapable de suivre la nouvelle technologie. Mais ces blagues et comparaisons ironiques n'étaient pas seulement pour se distraire, mais ils avaient souvent des objectifs pédagogiques liés à l'objectif de la réunion ou de l'atelier. Madame Bernissi tenait à inclure dans les programmes des caravanes civiques que nous organisons des rubriques festives. Elle aimait les danses traditionnelles et n'hésitait à aucun moment de rejoindre les troupes sur scène pour chanter et danser avec elles. Elle ne cherchait pas la joie et le bonheur pour elle-même,
mais à tous les membres de sa caravane civique et à ses invités. Pourtant, il ne faut jamais manquer de respect à Mme Mernissi ou nuire à ses programmes. Là, il devient très furieuse et sa riposte était le plus souvent sans limite. Il a transformé sa maison principale à Rabat en une véritable confrérie culturelle, une confrérie qui accueille des adeptes et invités particuliers selon des rendez-vous préétablis. L'accueil est toujours chaleureux, des plats traditionnels délicieux sont servis, mais le plat principal servi par Mme Mernissi à ses hôtes était essentiellement intellectuel, des ateliers d'écriture, des échanges interculturels, la programmation d'une activité ou l'identification d'une nouvelle opportunité. Quand elle discutait un point, elle parlait lentement, en utilisant une langue très facile et très simple pour permettre à l'auditeur de comprendre les significations profondes de son discours. Il s'appuyait sur la construction de son argumentaire sur les grands savants arabo-musulmans, notamment Ibn Arabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Ibn Khaldoun et d'autres. Il s'inspirait également du patrimoine populaire marocain et des réalités sociales actuelles. Il s'appuyait sur des exemples concrets extraits du contexte social marocain. Et même quand elle a eu recours aux exemples du monde occidental, c'est essentiellement pour briser les perceptions stéréotypiques de l'Occident envers l'Orient. Mme Mernissi ne se contentait pas, et ça sont alors majeurs, il ne se contentait pas des mots et des exemples concrets. Il a eu recours le plus souvent aux photos, aux dessins, aux symboles, pour simplifier davantage ses idées et son discours et l'expliquer plus facilement. Mme Mernissi était très positive dans ses analyses et sa lecture critique de la réalité marocaine. Elle était très consciente des défis socio-économiques que notre pays devrait affronter, mais elle ne voyait pas seulement la moitié vide du verre. Elle mettait toujours en exergue les réalisations positives de notre pays et procédait le plus souvent à des comparaisons entre le Maroc d'aujourd'hui et celui de son enfance. De l'autre côté, elle ne cessait pas à nous encourager à plus de travail et d'implication citoyenne dans nos domaines respectifs pour imposer le changement et le progrès voulu. En aucun cas, elle nous a incités à fuir nos responsabilités de citoyens là où on est. Mme Mernissi était unique de son genre. Sa disparition est une perte énorme pour le Maroc en général et ses disciples du Maroc profond en particulier. Merci. Merci beaucoup, M. Zainabi. C'est formidable, l'impression qui se dégage de ces 4 interventions reflète autant de traits ou de dimensions de la personnalité de Fatima Mernissi. Alors on a l'amitié, la citoyenneté, la liberté et la fidélité. Alors, on remercie chaleureusement nos 4 intervenants qui ont si brillamment rendu compte et avec autant de générosité de 4 dimensions de la personnalité, mais comme elle en a 1001, donc Monsieur Debbar, il va falloir, je pense, 997 autres interventions ici pour rendre justice à Fatima Mernissi. Nous avions un petit film de 2 minutes que Françoise voulait présenter, mais elle ne voulait pas empiéter sur l'intervention de M. Zainabi, mais on va l'écouter parce que c'est 2 minutes. Et ensuite, étant donné que nous terminons à 13h et que nous avons une petite activité de réseautage et des mises en bouche, de poursuivre tout simplement la discussion pour permettre à tout le monde de pouvoir poser des questions ou faire des commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. D'accord.